Merci. Merci Jennifer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour discuter des enjeux de pertes et préjudices et d'adaptation au changement climatique. Je m'appelle Sarah Munoz, je suis candidate au doctorat en sciences politiques à l'UDM et je travaille sur les enjeux d'adaptation et notamment les causes institutionnelles et idéologiques de l'immobilité des personnes à risque des changements climatiques. Avant toute chose, et je m'excuse d'avance pour ma prononciation, mais nous devons reconnaître que bien que cet événement soit virtuel, la plupart d'entre nous se trouvent à Tiohtià:ke, communément appelé Montréal, un territoire non cédé qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Et par la présente, nous tenons donc à honorer, reconnaître et respecter les nations vivant sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 panélistes, expertes et experts des questions d'adaptation au changement climatique. Tout d'abord, nous accueillons Léa Hilardo, qui est analyste des politiques climatiques à la Fondation David Suzuki et membre du conseil d'administration d'Environnement Jeunesse. Son travail s'articule autour de la justice environnementale et des enjeux de santé publique liés au changement climatique. En 2019, elle a participé à la COP25 comme membre des délégations de l'Université de Sherbrooke et d'Angers. Elle a aussi été très impliquée dans le mouvement étudiant de grève pour le climat des dernières années et collabore avec différents médias, dont 24 heures. Nous accueillons également Pierre Valois, qui est professeur et spécialiste dans le domaine de la mesure et l'évaluation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est aussi le directeur de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique. Ses projets de recherche touchent notamment la mesure et l'évaluation des attitudes et des comportements pro-environnementaux, les comportements d'adaptation au changement climatique, l'éducation et la santé, l'éducation à la santé, et les changements d'attitude et de comportement. Et nous accueillons également Virginie Gagnon, qui est agente principale aux campagnes chez Oxfam Québec. C'est une communicatrice passionnée qui adore vulgariser et rendre accessibles les questions liées aux inégalités, au genre, à la coopération internationale et à la pauvreté. Elle détient une maîtrise en droit international et possède plus de 10 années d'expérience dans le domaine, et elle a œuvré auprès de différents organismes au Québec comme à l'international. Donc aujourd'hui, le panel va être divisé en 4 parties. Tout d'abord, Virginie Gagnon va introduire le concept de perte et préjudice et ses enjeux dans les négociations climatiques internationales. Ensuite, nous aurons Pierre Valois qui va dresser le portrait de l'adaptation au Québec, de ses enjeux, de ses défis. Enfin, nous aurons Léa Hilardo qui va nous parler du rôle de la société civile québécoise dans l'adaptation. On va ensuite avoir une discussion croisée sur la question des inégalités au cœur des pertes et préjudices et de l'adaptation. Et on finira ensuite par une période de questions du public d'environ 10 minutes. Donc Virginie, quand tu es prête, c'est à toi pour 15 minutes de présentation. Parfait, laissez-moi juste un petit instant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, bonjour, bienvenue. J'ai la chance de démarrer ce webinaire-là en vous expliquant un petit peu c'est quoi le concept de perte et préjudice. C'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, puis c'est tellement abstrait, fait que j'espère pouvoir un petit peu démystifier pour vous c'est quoi. Donc, la photo que vous voyez là, c'est un super typhon, le super typhon Rai qui a touché les côtes de la Philippine en décembre 2021. Il y a eu 450 personnes tuées. Il y a eu des centaines de millions de dollars en dommages, notamment 253 millions de dommages en biens agricoles, 75 millions de dommages en bateaux de pêche, en matériel de pêche, 561 millions de dommages en maisons, en routes, en système d'eau potable, en écoles, en hôpitaux. Puis au-delà des conséquences matérielles, il y a évidemment eu des dommages qui sont non matériels, si on veut. Les dommages aux biens agricoles, les dommages aux bateaux de pêche, ça prive des familles de revenus. Il y en a des centaines de milliers qui ont basculé dans la pauvreté. Les écoles qui sont fermées, les hôpitaux qui sont fermés, ça fait porter aux femmes le fardeau du soin des enfants, du soin des personnes âgées, du soin des personnes malades. Et dans n'importe quelle catastrophe comme celle-là, ben, il peut y avoir des pertes pour la biodiversité, il peut y avoir des pertes culturelles, des pertes de territoire pour certaines communautés. Puis la question qu'on se pose, et c'est là toute la question des pertes et préjudices, c'est qui va payer pour ces dommages. Donc, placé de façon concrète, là, perte et préjudice, on entend aussi perte et dommages. Le terme en anglais, c'est loss and damage. C'est vraiment juste un terme pour décrire tous les dommages qui sont causés par les changements climatiques.
Donc, on peut parler d'événements soudains, par exemple des ouragans, des inondations ou des événements qui vont se dérouler vraiment sur le long terme, comme une sécheresse, l'acidification des eaux, le retrait des glaciers, la déforestation. En ce moment, on a la COP27, puis en fait, toutes les négociations pour le climat. La question, c'est vraiment de savoir comment on répond à ces pertes et préjudices-là. Donc, c'est ce que je vais expliquer un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais juste vous parler un petit peu du concept de perte et préjudice. Puis la question, en fait, qu'on se fait souvent poser, c'est bien, comment on sait que ces événements-là sont vraiment le lien de la crise climatique? Parce que ben, des ouragans, il y en a toujours eu, des sécheresses, il y en a toujours eu. Pourquoi est-ce qu'on dit que, comment on peut vraiment faire le lien entre une sécheresse et la crise climatique? Dans le rapport de 2021 du GIEC, on a ce tableau-là qui nous montre un peu que à mesure que les températures vont augmenter, les phénomènes météorologiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents. Donc, oui, on ne peut pas dire que cette vague de chaleur-là était le fait de la crise climatique, mais on peut savoir que s'il y a 3 fois plus de vagues de chaleur qu'il y en avait avant, mais la deuxième et la troisième, elles, sont attribuables au changement climatique. Donc, c'est la même situation pour tous les événements météorologiques extrêmes. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que ces phénomènes-là touchent pas tout le monde de la même façon. Ils vont toucher évidemment de façon disproportionnée les personnes les plus pauvres de la planète. Donc, évidemment, les pays les plus pauvres de la planète vont être touchés de façon disproportionnée. On a, même à l'intérieur d'un pays riche, on voit la différence. On a l'exemple de l'ouragan Sandy qui avait touché New York il y a quelques années. Les communautés pauvres, les communautés noires ont été beaucoup plus affectées que les communautés blanches ou les communautés riches. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité de se préparer, de s'adapter ou se relever. Donc, quelqu'un qui est plus riche va mieux se préparer à, par exemple, un ouragan, va pouvoir faire en sorte d'avoir moins de dommages. Et une fois que l'ouragan est passé, bien, il va pouvoir se relever plus facilement. Il va probablement avoir des assurances, va probablement avoir plus de ressources pour se relever. Ce qui fait en sorte que même une fois que l'événement météorologique est passé, les conséquences continuent à se faire ressentir, au-delà des dommages matériels, évidemment. Et tout ça, bien, ça mène vraiment à une injustice climatique. Donc, je viens de vous dire que les personnes les plus touchées par les changements climatiques sont les personnes les plus pauvres, mais ce sont aussi celles qui ont le moins contribué. Donc, les 10 les plus riches de l'humanité, quand on calcule toutes les émissions de carbone qui ont été cumulées entre 1990 et 2015, les 10 les plus riches sont responsables de la moitié de ces émissions-là. Et quand il va dans le 1 les plus riches, c'est encore plus important, c'est-à-dire que les 1 les plus riches, à eux seuls, vont avoir cumulé 15 des émissions. Donc, c'est quand même 2 fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité qui, eux, entre 90 et 2015, ont seulement contribué à 7 des émissions carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette injustice-là qu'il y a de plus en plus de pays, surtout des pays du Sud, qui souhaitent avoir un système de compensation ou un système de réparation pour les pertes et préjudices. Autrement dit, s'il y a un dommage, on veut qu'il y ait une réparation. Euh, c'est vraiment une idée qui a commencé à faire du chemin dès le début des négociations de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C'était surtout les États insulaires qui voyaient le niveau de la mer monter puis qui voyaient qu'il allait avoir des dommages irréversibles à leur territoire, qui ont commencé à demander à ce que ce concept-là de dommages ou de pertes et préjudices soit inscrit dans les instruments internationaux. Par contre, dans la première convention, dans la Convention des cadres des Nations unies, ça n'y figurait pas. Il a fallu attendre 2013 pour qu'il y ait vraiment un instrument juridique qui consacre officiellement le terme perte et préjudice, c'est le mécanisme de Varsovie. Encore une fois, on n'est pas dans un système de compensation ou même de réparation. On ne parle pas du tout de ça dans le mécanisme de Varsovie. On parle vraiment de dialogue, de coordination sur la question de recherche. Donc, on est loin d'avoir un système de compensation. Et dans les dernières années, il y a encore eu une volonté qui a été réaffirmée, mais encore une fois, rien de contraignant par rapport à une compensation. Donc, ça a été inscrit dans l'accord de Paris.
À la COP 26, ça a encore c'était une des COP où on en a quand même beaucoup parlé de ce concept-là de perte et préjudice, donc c'était super intéressant. Heu, Puis on a souhaité mettre sur pied les dialogues de Glasgow qui étaient pendant 3 années, un moment où on allait vraiment se concentrer sur cette question-là spécifiquement. Donc les premiers dialogues de Glasgow se sont tenus à Bonn en juin dernier. Évidemment, ça n'a pas abouti à rien de contraignant, encore une fois, et c'était pas censé être inscrit à l'agenda de la COP 27, mais finalement, à force de pression, c'est inscrit et même qu'on en parle beaucoup de ce concept-là. Moi, c'est la première fois que je vois que Radio-Canada fait des capsules sur les pertes et préjudices. Je trouve ça super intéressant, mais c'est de voir que quand même l'idée commence à faire du chemin. Encore une fois, la COP s'achève, il n'y a eu rien d'extrêmement contraignant, il n'y a pas eu de grosses nouvelles. Il y a eu des petits pas de certains pays. C'est pas une échelle qui est à ce point importante qu'on dise qu'il y a vraiment des changements, puis c'est plutôt symbolique, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a du mouvement, sur cette question-là. Et puis, ben, la question aussi qu'on se pose, c'est, parce que pourquoi ça fonctionne pas? Tu sais, pourquoi essayer de réparer quelque chose qui fonctionne? Parce qu'on a l'impression que ce qu'il y a en place aujourd'hui, ben, on a des assurances, les pays riches, donnent de l'argent aux pays pauvres quand il y a des catastrophes naturelles. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas ce système-là? Ben, en fait, il y a énormément de limites et de failles à cette situation-là, notamment le fait que, ben, les assurances, sont absolument insuffisantes. Surtout dans les pays pauvres, je vais vous donner quelques exemples là. En 2017, la République dominicaine a subi des dommages, vraiment importants lors de l'ouragan Maria. Les dommages étaient estimés à 2,25 fois le PIB du pays, et puis pourtant les, compagnies d'assurance ont seulement été capables de fournir 1,5 de tous les dommages qui avaient été mis en place. Le problème, c'est vraiment que c'est dom que si on n'adresse pas les dommages tout de suite dans une situation comme celle-là, il y a des conséquences qui peuvent être encore plus dramatiques. Puis je vais y revenir un peu après. Hem et c'est le système d'assurance est peu adapté aux phénomènes qui sont lents. Donc, l'image que vous voyez, c'est, une école qui se trouve en Ouganda, dans le district de Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda. Et ben, il y a des magnifiques montagnes en arrière, comme vous voyez. Et dans cette chaîne de montagnes-là, il y a de la neige, il y a toujours eu de la neige, mais depuis quelques années, la neige fond à un rythme qui est vraiment important. Et ça cause des inondations très fréquentes. Donc, c'est pas comme une inondation vraiment impressionnante où on va vouloir se mobiliser en tant que communauté parce qu'on voit des images qui sont saisissantes. C'est vraiment des petites inondations, mais qui causent quand même des dommages. Ici, on voit une école qui a été détruite. Donc, la conséquence, en fait, c'est qu'en ce moment, ben, on a des enfants qui font l'école sous la tente parce que la communauté n'a pas de fonds pour reconstruire l'école. Évidemment, ces phénomènes-là qui sont lents, le système d'assurance ne fonctionne pas ou fonctionne très peu pour ce genre de situation-là. Euh, en fait, en ce moment, la grosse partie des réparations, si on veut, par rapport aux dommages qui seraient causés par une catastrophe naturelle, c'est vraiment le système de charité. Euh, donc, c'est le système qu'on connaît. Il y a des inondations au Pakistan. Bien, on, on voit les images dans les médias. La population canadienne, par exemple, va se mobiliser. Les organisations de coopération internationale vont faire des appels aux dons. Peut-être que le gouvernement canadien va faire un appel aux dons aussi à la générosité des Canadiens. Donc, on a ce système-là où on mobilise un peu la population. Le problème, c'est que premièrement, c'est pas, il n'y a rien d'automatique. Donc, parfois, on va décider de soutenir un pays pour une raison quelconque, soit, soit pour des raisons politiques, des raisons économiques, ou encore parce que il y a un caractère sensationnaliste à l'événement qui vient de se produire, puis on a envie de contribuer. Puis généralement, ben, ce ne sera pas à l'échelle non plus des besoins. Donc, il y a une étude d'Oxfam qui est parue justement pendant les dialogues de Glasgow en juin dernier qui a montré que malgré la générosité des gens, malgré la générosité des organisations, de l'ONU, les besoins liés aux urgences climatiques ont augmenté de 8 fois durant les 20 dernières années. Donc, on est devant une situation, même si on a un système de charité, si on veut, qui nous permet d'aider les communautés, ces besoins-là vont aller en augmentant dans les prochaines années. Donc, à terme, ce n'est pas viable comme système. Puis l'autre chose, c'est malgré qu'on a ça qui est en place, il y a seulement environ la moitié des sommes demandées qui sont vraiment fournies.
ce qui fait en sorte qu'il y a seulement 1 personne sur 8 parmi les personnes impactées par, une condition climatique extrême qui reçoit une aide. Et ça a énormément augmenté dans les 20 dernières années et c'est appelé à augmenter encore. Puis l'enjeu vraiment de ça, c'est que quand on n'intervient pas pour une situation, c'est qu'il peut y avoir des dommages à long terme. Nous, on parle un peu d'un genre de seau avec des trous. Donc, si, il y a un ouragan, puis on n'intervient pas tout de suite pour soutenir les agriculteurs qui ont perdu qui ont perdu leur bien agricole, si on n'intervient pas pour aider les pêcheurs qui ont perdu leur matériel de pêche, puis à ce moment-là, ces gens-là perdent des revenus, tombent dans la pauvreté. Si on n'aide pas pour reconstruire les écoles, il y a des jeunes qui ne reçoivent pas d'éducation. Puis ça fait vraiment un effet boule de neige qui a vraiment pour conséquence de rendre tout, de doubler, de tripler ou de quadrupler les besoins par la suite et l'aide qui est nécessaire. Donc, en ayant un système de compensation qui est automatique, ça fait en sorte qu'on règle le problème à la source, si on veut. Donc, dès qu'il y a une situation, on reconstruit les routes, on reconstruit les écoles, on aide les personnes à se relever. Puis, les gens ne basculent pas dans l'extrême pauvreté. On n'a pas cet effet boule de neige-là. Donc, c'est pour ça que les pays, surtout le G77 et la Chine, militent pour un système de compensation qui serait basé sur la responsabilité des pays, donc la responsabilité historique par rapport à la pollution, aux émissions carbone qui sont dans l'atmosphère, sur la capacité des États, donc les pays qui sont financièrement plus aptes contribuent de façon plus importante, qui soit aussi basé sur une portée qui est plus importante. Donc, on comprend un peu la situation, puis on veut que ça soit conséquent avec la situation qu'on est en train de vivre. On veut que ça soit prévisible. Donc, en ce moment, encore une fois, les États, s'il y a une catastrophe naturelle, un ouragan, une inondation, une sécheresse, ben, les pays ne savent pas si elles vont recevoir de l'argent ni combien elles vont recevoir. Et on veut que ce soit un financement qui est additionnel. En ce moment, les pays se sont engagés à fournir des sommes pour l'adaptation au changement climatique, pour la préparation au changement climatique, mais il n'y a rien pour la réparation au changement climatique. Grosso modo, si je peux résumer un peu le système de compensation qui est souhaité, c'est vraiment comme un condo. Alors, quand on est dans un condo, tout le monde va contribuer un peu en fonction souvent de la valeur du condo. Et s'il y a un trou dans le toit, ben, c'est pas compliqué, on prend de l'argent dans ce pool-là d'argent pour effectuer les réparations. C'est vraiment la même chose qu'on souhaite avoir avec le système de compensation. Donc, c'est vraiment ce qui est souhaité. Puis, pour la plupart des pays, c'est vraiment une question de justice climatique. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a permis d'avoir un petit aperçu de qu'est-ce que c'est le système de perte et préjudice. Merci beaucoup Virginie. On va laisser la parole maintenant à Pierre Valois, qui va nous faire sa présentation. Donc, je vous laisse la parole et l'écran. Oui, c'est bon. Je viens de mettre mon micro. Je vais partager ici. C'est bon. Est-ce que vous voyez, non? Oui. Oups. Est-ce que vous voyez le PowerPoint, c'est bon? OK. C'est parfait. Pardon. Merci Virginie pour la présentation. C'était très bien. Même ce matin, je lisais dans le monde qu'au Nigeria, c'était des inondations. Ils sont dans l'eau depuis 2 mois. Partout, il y a des inondations. Beaucoup de problèmes de santé qui sont occasionnés par ça. Ils essaient de sauver les enfants qui sont dans l'eau tous les jours. Donc, on est pas mal sûr que c'est des problèmes qui vont être de plus en plus criants. Donc, vite, le CAC, nous, ce qu'on fait, là, je résume, j'ai marqué ça, mais ceux qui veulent le PowerPoint, je peux l'envoyer, mais en fait, nous, notre but au départ, on a été subventionné par le Fonds vert, mais par l'entremise de l'Institut national de santé publique. Le but, c'était de faire du monitoring, un suivi et évaluation, voir dans le temps si
si les gens s'adaptaient davantage au changement climatique, et pas seulement les citoyens, mais également les organisations, notamment les établissements de santé et les municipalités. Donc, ça, c'était notre premier mandat, c'est celui-là, faire un suivi dans le temps. Est-ce que les gens s'adaptent plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens à mieux s'adapter? Puis, est-ce que ces interventions-là vont faire en sorte que les gens vont mieux s'adapter au changement climatique? Ça, c'est notre premier mandat. Le deuxième, en fait, qui est là maintenant, c'est un deuxième mandat parce qu'on va être subventionné, on est subventionné par le ministère de l'Environnement maintenant. C'est mesurer l'intégration de la lutte au changement climatique dans divers contextes organisationnels, mais entre autres, je dis avec le ministère parce que, comme par exemple des entreprises dans des secteurs vulnérables au changement climatique, ça peut être le tourisme, ça va être à déterminer avec eux. Mais notre deuxième objectif, c'est après une fois qu'on a mesuré l'adaptation, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui s'adaptent, pourquoi il y a des gens qui ne s'adaptent pas, mais pourquoi il y a des municipalités qui s'adaptent, pourquoi il y a des municipalités qui s'adaptent moins. Et enfin, c'est de proposer des outils, des activités de transfert de connaissances. À partir de notre deuxième étude, d'essayer de comprendre les facteurs ou les raisons qui font qu'il y a des gens qui s'adaptent, qu'il y en a d'autres qui ne s'adaptent pas. D'essayer de construire des formations ou des stratégies de communication qui vont permettre un changement d'attitude ou un changement de comportement chez les gens ou chez les organismes. À titre d'exemple, en ce moment, on est en train de faire une formation. On a des ententes avec l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des urbanistes et l'Ordre des architectes, une formation en adaptation au changement climatique. Comment changer leurs pratiques pour l'adapter au changement climatique. Donc, ça, c'est un peu le rôle que nous, on joue. Bon, rapidement aussi, peut-on mesurer l'adaptation? Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Hein, c'est une conception de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas comme une chaise qu'on peut toucher, c'est pas comme l'adaptation, c'est quoi exactement, comment je la mesure, bon, c'est pas évident, c'est pour ça que c'est difficile de comparer ce qui se fait en termes d'adaptation dans un pays versus un autre pays. Ça ne veut pas dire que c'est pas mesurable, mais c'est pas comme une prise de poids où, je veux dire, je pèse 70 kilos, je peux me tromper un peu, mais pas trop. Mais l'adaptation, ça dépend comment je la définis, ça dépend de la culture, ça dépend si c'est un self-report. Bon, en fait, vous allez être d'accord avec moi que c'est pas facile à évaluer. Si c'est pas facile à mesurer, évaluer, c'est difficile de comparer l'adaptation entre les pays. Là, je vous donne un peu le type d'analyse que nous, on fait. Là, ça, c'en est ici, par exemple, pour des indices. Ça veut dire que nous, on développe des indices. Ça, c'en est un. Là, on a fait notamment pour la chaleur, l'adaptation aux inondations, l'adaptation au pollen, tous les aléas liés au changement climatique. Pollen, maladie de Lyme, qualité de l'air extérieur. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de comportements, puis avec toutes sortes de méthodes, on essaie de voir si nos indicateurs sont bien représentatifs d'une adaptation. C'est possible de faire ça. C'est même possible de vérifier s'il y a des biais dans nos questions, par exemple des biais culturels. Là, je vous en donne un ici. C'était des questions utilisées en France ou au Québec. Bon, on est capable de voir si la question va faire en sorte qu'un pays la question va être formulée de telle sorte qu'un pays va sembler être plus propice à s'adapter qu'un autre. En fait, c'est comme si je faisais un examen, puis je compare les pays, je compare les résultats du Canada avec les résultats de la Thaïlande, puis je m'aperçois que les questions sont formulées de telle sorte à favoriser une culture plutôt qu'une autre. À talent égal, on va penser qu'un pays est a acquis moins de connaissances, les étudiants ont acquis moins de connaissances, mettons, en géographie. Donc, ça, c'est tous les modèles de mesure que nous, on utilise. Mais ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est que, vous voyez complètement à gauche en bleu, on mesure les croyances des gens. Parce que les croyances, c'est ça qui détermine les croyances des gens et les croyances des municipalités. La municipalité n'existe pas comme telle, mais on va interviewer des gens qui sont dans les municipalités.
Et il y a 3 types de croyances qui vont modifier les comportements des gens, qui vont faire que quelqu'un va s'adapter ou non, qui va faire qu'une municipalité va adopter des pratiques, par exemple, pour mieux protéger la population de la chaleur, hein, avec un effet canopé, avec des ruelles vertes, par exemple. Ben, il y a des croyances comportementales. C'est-à-dire que si je vois plus d'avantages que de désavantages à m'adapter, hein, si quelqu'un est en zone inondable, mais qui voit plein de désavantages à s'adapter, hein, en disant, ben, il faut que je change la structure de ma maison, ben, il va dire ben, si je fais ça, ça veut dire que là, je ne pourrais pas mettre mon argent sur d'autres choses. Bon, en fait, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais si je vois plus d'avantages à m'adapter que de désavantages, je devrais avoir tendance à m'adapter. Les croyances normatives, ça nous prend un soutien social. Tout le monde va être d'accord avec ça. Virginie, tu l'as abordé indirectement. Si tu as un soutien social, ça peut être tes proches, mais ça peut être la municipalité, ça peut être le gouvernement, les assurances, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Si je sens qu'il y a un soutien, il y a plus de chances que je m'adapte. Et il y a les croyances de contrôle, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de facteurs facilitants, les subventions dont tu parlais, Virginie, ou beaucoup de barrières, ou si, à l'inverse, s'il y a trop de barrières, je vais avoir moins de chances, qu'un pays va avoir moins de chances de s'adapter, un individu va avoir moins de chances de s'adapter, une municipalité va avoir moins de chances de s'adapter. Donc, nous, ce qu'on fait à l'équipe, c'est qu'on mesure ces croyances-là. Ce n'est pas nous qui les inventons. On fait des entrevues avant de type qualitatif. On fait des entrevues, on va voir ce que les gens pensent. Et à partir de ça, on essaie de voir c'est quel type de croyance qui fait que quelqu'un va s'adapter ou pas s'adapter, ou qu'une municipalité va s'adapter ou non. Donc, ça, c'est les modèles sur lesquels nous on se base. Là, j'ai amené un petit peu le concept de variable de vulnérabilité qui est un petit peu le thème. Bien, c'est sûr que le genre, ça peut en être un, la scolarité, l'âge, le revenu. Tout ça peut faire en sorte que mes croyances peuvent dépendre de mon niveau de scolarité, du type, si je suis une personne favorisée dans la vie plutôt que non, ben, ça peut avoir une influence sur mes croyances. Et là, ben, c'est évident que je ne peux pas changer, si quelqu'un est âgé et il est vulnérable à la chaleur, je ne peux pas le ramener à 20 ans, d'accord? Mais par contre, je peux essayer de voir c'est quoi ses croyances, puis je peux essayer de changer ses croyances. Je ne peux pas changer son âge, je ne peux pas changer son genre, je ne peux pas changer son revenu, mais si je connais ses croyances, je peux essayer de modifier ses croyances ou renforcer certaines croyances qui vont favoriser l'adaptation au changement, le changement climatique. Donc, c'est ce que je mets en jaune ici. Après, il va être possible d'intervenir. Essayez de renforcer certaines croyances ou de les modifier. Puis il y a une ligne jaune qui va entre l'intention et les comportements. Parce que ce qu'on s'aperçoit dans nos études, c'est que tout le monde a l'intention de s'adapter. Tout le monde qui est en zone inondable, veut faire les bons comportements. Tous les pays ont l'intention de s'adapter. On le voit dans toutes les COP. Mais le passage de l'intention au comportement, ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne se fait pas beaucoup. Autant chez les individus que chez les organisations. Fait qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et là, comme vous voyez, il y a une ligne qui part de la perception de contrôle, qui va à la ligne entre l'intention et le comportement. Tout ce que ça dit que s'il y a trop de barrières, on ne va pas passer des intentions au comportement. Il faut éliminer ces barrières-là, par exemple. Par exemple, s'il n'y a pas de subvention pour aider les gens qui sont en zone inondable, ben, même si tu veux modifier la structure de ta maison, tu ne le feras pas, tu n'as pas d'argent. Donc, il faut modifier, il faut faciliter ce passage-là de l'intention au comportement. Et ça, c'est clair dans toutes les études, on le voit. On est capable de prédire assez bien l'intention des gens et des municipalités. Mais de prédire le comportement, de savoir qu'est-ce qui va faire que les gens ou les municipalités vont passer à l'action, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je vous le montre, mais rapidement. Ça, c'est des indicateurs d'adaptation à la chaleur. On a 2015, 2016, mais on en a d'autres. On a 4 mesures comme ça. Bien, souvent, pour chaleur, on parlait de vulnérabilité. On va passer nos questionnaires dans les populations les plus vulnérables. C'est-à-dire, on est capable de savoir quels sont précisément les îlots de chaleur entre telle rue de telle ville. Et là, à ce moment-là, on va aller questionner ces gens-là qui sont plus vulnérables que les gens qui vont habiter en campagne, puis les gens qui vont habiter dans des quartiers où il y a beaucoup de parcs
il y a beaucoup d'ombre, eux, ils ne sont pas tellement vulnérables. Fait que nous, on va aller dans les populations plus vulnérables, puis on va essayer de suivre dans le temps s'il y a une meilleure adaptation ou non. Là, je parlais de vulnérabilité. Vous voyez, par exemple, chaleur, ce qu'on voit, ben, c'est que les gens de 60 ans et plus, est-ce qu'ils croient que l'adoption de comportements préventifs est efficace pour réduire? Ben, c'est 60 ans et plus qui le croient moins un peu. C'est comme on ne s'attendrait pas à ça, ce sont eux qui sont les plus vulnérables, mais c'est eux qui croient le moins que ça va être efficace pour réduire l'impact. Fait qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Même si le pourcentage est élevé, c'est quand même 79,30, 80 des gens âgés qui croient quand même que ça va être efficace. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, comme je dis, je ne peux pas changer l'âge des gens, mais il faut que j'aille voir c'est quoi les croyances qui les amènent à penser que ce n'est pas efficace ou que c'est efficace. Et là, travailler sur ces éléments-là. Les inondations, on en a fait aussi des indicateurs d'adaptation. On en a fait, là, ici, je mets au moment d'alerte, on a fait un indice préventif. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait une inondation, il y a des choses à faire. Par exemple, positionner les prises électriques dans le sous-sol à un niveau supérieur. S'assurer d'avoir un clapet anti-refoulement. Bon, il y a plein de comportements préventifs à faire. Il y en a au moment de l'alerte. Il y en a au moment que tu dois évacuer ta maison. Tu dois t'adapter, tu dois savoir quoi faire. Puis tu dois aussi t'adapter quand tu reviens à la maison une fois que tu as été inondé parce qu'il peut y avoir plein de bactéries. Donc, il faut que tu saches, par exemple, que tu dois mettre des gants quand tu reviens à la maison pour pas qu'il y ait contracté des maladies. Et là, ben, ce qu'on voit, par exemple, en 2015-2019, c'est que oui, il y a une adaptation. Ça ne change pas beaucoup. C'est ce qu'on s'est aperçu. Il n'y en a pas tant de changements. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Inondation aussi, bon, ça, c'est après inondation. On voit, par exemple, désinfecter les pièces contaminées. Ben, ça, il y en a quand même. En 2015, c'était 77 des gens qui le faisaient. En 2019, 80 dresser un inventaire des dommages causés. On ne penserait pas à ça que c'est de l'adaptation, mais ça en est de l'adaptation aussi. Jeter les objets contaminés non essentiels, ben, ça n'est pas tant que ça qu'ils font, c'est seulement 40 Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on voit aussi les gens vulnérables? On s'aperçoit que, vous voyez en rouge, c'est les gens qui ignorent qu'ils habitent en zone inondable. C'est-à-dire que bizarrement, pas tant, les gens qui habitent en zone inondable, il y en a tout près de, en 2015, c'était 26 qui ne savaient pas qu'ils habitaient en zone inondable. Moi, je pensais qu'en 2019, ça serait beaucoup moins. C'est le contraire, c'est 35 qui habitent en zone inondable et qui ne le savent pas. Ben, eux, ils sont encore beaucoup plus vulnérables. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'informations. Il faut travailler avec les municipalités pour qu'ils transmettent cette information-là. Même moi, quand j'ai fait l'étude, je me suis dit, ben, est-ce que j'habite près de la rivière Cap-Rouge à Québec? Je dis, est-ce que j'habite en zone inondable? Je n'avais même pas vérifié si j'étais en zone inondable ou non. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand tu ne sais pas que tu habites en zone inondable, ben, tu as moins tendance aussi des fois à adopter des comportements préventifs. Par exemple, ici, on le voit, si à droite complètement ne pense pas habiter en zone inondable, si j'habite en zone inondable, mais je pense que je n'habite pas, ben, je m'adapte beaucoup moins. 21 de la population va s'adapter, tandis que si je sais que j'habite en zone inondable, ben, il y a 56 des gens parmi ceux-là qui vont s'adapter. Donc, on voit quand même que ceux qui ne le savent pas, c'est une population plus vulnérable. Est-ce que c'est dû à l'éducation? Est-ce que c'est dû à... Bon, ça, c'est pas encore évident, il n'y a pas de cause et effet, mais on sait qu'ils sont plus vulnérables. Même chose, ça, c'est une étude longitudinale qu'on a fait. On a suivi les mêmes personnes sur une période de 4 ans. On s'aperçoit que ben, l'argent, ça joue. Si j'ai plus d'argent, il y a plus de chances que je m'adapte. 84 parmi ceux qui gagnent 100 000 et plus vont s'adapter, 54 de cette population-là, versus 41 et 38 pour les autres. Donc, le revenu, oui, ça joue. Ça a une influence aussi. Si j'ai moins d'argent, je suis plus vulnérable à l'adaptation aux inondations.
Et ça, ben, c'est une autre étude qu'on a faite pour finaliser, pour finir. C'est une étude qu'on a faite et là, on voulait savoir qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont apporter des modifications à la structure de leur maison, de leur terrain pour mieux se protéger des inondations. On a fait des études là-dessus. La première chose qu'on a faite, ben, c'est qu'on est allé sur le terrain, on a questionné des gens qui habitaient en zone inondable puis qui avaient été inondés, puis on leur a demandé justement, c'est quoi, pourquoi il y en a qui adoptaient des mesures d'adaptation, puis il y en a d'autres personnes qui ne le faisaient pas. Est-ce qu'il y avait des soutiens? Qui les soutenait pas? Puis là, ben, ce qu'on s'est aperçu, par exemple, c'est que, ça, c'est un exemple, il y a deux types de croyances qui pouvaient jouer. Si les gens pensent que ça va protéger leur santé physique et psychologique, il y a plus de chances qu'ils s'adaptent. Puis si cela va les aider à maintenir la valeur de la maison. Virginie, tu parlais tantôt des assurances aussi, là, mais si les gens, des fois, ils nous disaient, et ça, c'est une étude menée auprès de 1000 personnes, là, 1000 Québécois, mais ils disaient, si, là, pourquoi je fais des travaux sur la maison si, de toute façon, là, ma maison, elle ne vaut plus rien? Je ne suis même pas capable de la vendre, ça ne vaut rien, je suis dans une zone inondable, il n'y a pas de soutien, il n'y a absolument rien. Fait que ça, c'est des raisons qui feront que les gens vont s'adapter ou ne pas s'adapter. Après ça, il y a les croyances de soutien. Il faut qu'il y ait un soutien de la famille et des proches. On pouvait s'y attendre, bien sûr. Mais aussi la perception, si je connais des personnes qui ont été inondées, puis qu'eux se sont adaptés, il y a plus de chances que je m'adapte. C'est un peu un modèle. Ça veut dire que si tous les gens autour de moi, il n'y a personne qui fait de travaux, tous les gens qui sont en zone inondable, personne ne fait de travaux, ben, il y a moins de chances que j'en fasse. Et les contrôles, ben, les gens vont dire souvent, c'est peut-être une question de connaissance. Ils vont dire, je ne sais pas quoi faire, vous me dites qu'il faut que je m'adapte, mais je ne sais pas, c'est quoi les étapes, c'est quoi les pratiques que je dois faire, comment, à qui je m'adresse. Ben, si c'est trop compliqué ou si les gens ne connaissent pas, ils ne vont pas s'adapter. Puis, bien évidemment, ben, il y avait les contraintes physiques parce qu'il y a des gens âgés aussi là-dedans, puis il y en a qui vont dire, ben là, c'est beaucoup, c'est beaucoup de travaux, faut que ça va me demander beaucoup d'efforts physiques, puis c'est pas évident que je vais être capable de le faire. Donc, toutes ces croyances-là peuvent nous aider à prendre des décisions. Puis la Ville de Québec nous avait contactés aussi à un moment donné parce qu'elle disait, nous, on essaie d'intervenir, d'aider les gens qui sont en zone inondable. Par contre, on est souvent mal perçu. On est perçu comme on est perçu comme ceux qui viennent nous dire quoi faire, mais qui ne veulent pas nous aider. C'est peut-être une mauvaise perception, mais c'est une perception qu'ils avaient. En connaissant les croyances des gens, là, il y a plus de chances qu'il y ait une espèce de synergie qui se fasse entre la municipalité et les gens qui habitent en zone inondable. Bon, là, je vais m'arrêter là-dessus. Comme je disais, on a fait la même chose avec le pollen, par exemple, parce qu'on sait qu'avec avec les changements climatiques, ben, il y a de plus en plus de pollen, la concentration du pollen est plus puissante. Et ce qui fait que je pense que la prévalence, maintenant, c'est rendu presque à 17% des gens qui sont affectés par le pollen. Fait que ça aussi, c'est un gros problème de santé. Puis un autre aléa possible, c'est une demande de subvention qu'on a fait avec des gens du Maroc. C'était la subvention du Québec et du Maroc. On ne sait pas encore si on va l'avoir, on attend les réponses. Et c'était la pénurie d'eau. Pénurie d'eau dans les zones, dans les oasis au Maroc, par exemple. Parce qu'eux, ils s'aperçoivent qu'il peut y avoir des inondations dans l'Atlas, où il y a beaucoup de neige au Maroc. Mais en même temps, Oasis, à un moment donné, il n'y a plus d'eau du tout. Fait que là, on essaie de voir on travaille avec les hydrologues. Ça veut dire qu'il y a des raisons plus physiques qui fait qu'il n'y a pas d'eau, mais il peut y avoir des raisons humaines. Qu'est-ce que font les municipalités ou qu'est-ce qu'elles ne font pas pour favoriser ou ne pas favoriser l'écoulement ou la rétention d'eau, par exemple. Fait que ça se travaille à deux niveaux. Un niveau, on va travailler sur des facteurs plus physiques, mais on va travailler également sur des facteurs plus individuels, plus sociaux.
Fait que c'est un petit peu le travail qu'on fait. Donc, je résume. On suit l'adaptation dans le temps. Donc, ça nous permet de comparer. On a fait aussi des cartes interactives. Les municipalités vont aller voir ce que les citoyens pensent. On fait le suivi dans le temps. On essaie de comprendre pourquoi les gens s'adaptent, pourquoi ils ne s'adaptent pas, pourquoi les municipalités s'adaptent et d'autres s'adaptent moins. Puis après ça, ben, on fait une intervention qui est mieux ciblée parce qu'à partir des croyances qu'on a évaluées, on est mieux capable de faire des interventions pour motiver les gens ou motiver les municipalités à s'adapter. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est super intéressant. On va passer à Léa maintenant, Léa Hilardo. Oui, merci beaucoup. Donc c'est ça, au début, Sarah, tu l'as dit, on m'a demandé un peu de dresser ce qu'on peut faire d'un point de vue de la société civile, mais avant ça, je voulais aussi un peu plus parler, on m'avait demandé un peu d'essayer de faire les liens entre ce qui touche aux pertes et préjudices, donc ce que Virginie a présenté, les notions d'adaptation. Puis en fait, moi, je me suis concentrée dans mes recherches à l'échelle du Québec, et donc plus d'un point de vue politique, parce qu'il y a plusieurs études là, qui ont montré qu'on est en retard d'un point de vue de l'adaptation au Québec. Au niveau fédéral, on attend une stratégie nationale d'adaptation, donc qui devrait toucher les provinces, qui doivent venir en fait, normalement c'est dans le cours de l'année, mais sûrement en 2023. Donc on voit un déséquilibre entre nos mesures d'atténuation au changement climatique, le plan pour une économie verte par exemple au Québec, se concentre à quelques mesures d'adaptation, mais ce qu'il faudrait, c'est éventuellement un plan d'adaptation à la hauteur d'un plan d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme Virginie l'a très bien expliqué, la crise climatique exacerbe les inégalités d'un point de vue des pays du Nord et d'un point de vue Nord-Sud. Mais en fait, comme tu l'as aussi effleuré, et c'est ça que moi je voudrais approfondir, c'est qu'à l'échelle même de notre province et même de nos villes, ces inégalités, elles existent aussi. Et donc, effectivement, les recherches qui parlent de l'adaptation d'un point de vue individuel, en fait, elles sont extrêmes. Enfin, l'adaptation d'un point de vue individuel est extrêmement influencée par ce que notre structure plus politique, nos municipalités, effectivement, vont faire. Et donc, c'est un bon moment pour parler de ça parce que plus on va s'engager dans l'adaptation, plus, en fait, si on ne prend pas en compte ces inégalités-là, ça risque de les exacerber. Et donc, c'est de dire un peu, je vais commencer ma présentation PowerPoint, mais de dire que c'est pas forcément parce qu'on s'engage dans l'adaptation qu'on va s'engager auprès des personnes vulnérables. Et donc, ça va être très attention de faire ça. Il va falloir faire très attention à ça. Donc, je vais vous partager ma présentation. Ah, est-ce que vous voyez bien? Parfait. Je voulais commencer, j'aime toujours montrer ce graphique-là. Moi, je me concentre un peu d'un point de vue de la santé publique, effectivement, et de l'adaptation de la santé publique parce que les inégalités, elles sont souvent, en fait, à ce niveau-là. On se rend compte que effectivement, les gens ont du mal à faire le lien entre le changement climatique et notre propre santé individuelle, mais c'est intrinsèquement lié. Et donc, quand on regardait un peu tout à l'heure les variables individuelles qui vont influencer l'adaptation ou non, on parlait du genre, etc., de l'âge, du revenu des personnes, etc. On va parler plus donc des caractéristiques individuelles qui sont en orange sur mon graphique. Ça, c'est un graphique qui représente la santé d'une population, c'est souvent ce qu'on utilise en santé publique. Et ce que je trouve très, très intéressant là-dedans, c'est qu'il montre à lui-même qu'il y a des inégalités qui sont inhérentes à notre état de santé parce qu'on remarque que nos milieux de vie influencent beaucoup notre état de santé. Donc, milieu d'hébergement, c'est aussi très lié à l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'on a un logement qui est bien isolé ou non, etc. Effectivement, on parlait des liens sociaux, la communauté locale et le voisinage, etc. Les systèmes sont très très intéressants aussi. L'aménagement du territoire, c'est un élément qui est nommé dans ce qui va faire ou non on va être en bonne santé, nos systèmes d'éducation, d'accès aux soins de santé, etc. Le contexte global, c'est un peu ce qu'on appelle aussi les déterminants structurels de la santé et ça influence énormément notre état de santé finalement. Donc notre contexte politique, économique, social et culturel, etc. Puis même notre environnement naturel. Donc j'aime décortiquer la santé sous tous ces angles-là parce que finalement, les changements climatiques, ils interviennent à tous les niveaux.
Et on remarque que d'un point de vue de notre santé et donc des liens en fait que je vais pouvoir faire avec l'adaptation, il y a toutes des injustices à chacune de ces échelles-là. Et notamment en fait d'un point de vue du système global qui va influencer tout le reste. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une strate supplémentaire, mais c'est qu'elle va influencer toutes les autres strates. Donc, c'est ça, quand on se demande, le titre là, du webinaire, c'est qui sont les laissés pour compte de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Eh bien, finalement, d'un point de vue du Québec, quand on regarde un peu c'est quoi la définition de la vulnérabilité, j'aime aussi décortiquer tous ces mots-là. En fait, Virginie en a parlé tout à l'heure quand on disait notre capacité à se relever à la fin, puis à absorber les chocs, etc. Et même notre exposition à ces chocs-là, c'est en fait ce qui définit la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, quand on la définit bien, c'est notre prédisposition individuelle ou d'un groupe à être atteint négativement par les impacts des perturbations climatiques. Et on peut le voir aussi d'un point de vue plus positif, est-ce qu'on est capable aux perturbations, mais aussi notre capacité à être atteint plus négativement ou positivement par l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a 3 éléments qui composent cette vulnérabilité-là. Notre exposition aux aléas liés à l'environnement ou au climat. Donc, dans quelle mesure on va être exposé aux dangers, donc comme on parlait des inondations, des vagues de chaleur, etc. Notre sensibilité à ces impacts-là, donc à quel point on va être touché ou non. Effectivement, l'âge, quand on parle des vagues de chaleur, joue beaucoup, mais aussi un diabète non traité, ça peut accroître notre sensibilité aux vagues de chaleur. Notre capacité d'y réagir ou d'y faire face, ou capacité d'adaptation, donc là d'un point de vue individuel, effectivement, c'est est-ce qu'on est capable d'éviter de se préparer ou de faire face à l'exposition. Et également, ça détermine aussi notre capacité d'accéder aux soins appropriés en cas d'impact. Et donc, on remarque qu'effectivement, il y a beaucoup d'injustices d'un point de vue de la vulnérabilité. Je vais en citer quelques-unes d'un point de vue, donc c'est ça, moi, mes exemples se basent sur le Québec et même plus sur les milieux urbains. On a déjà beaucoup plus de données et où il y a une densité de population quand même plus importante, où même les recherches se font plus évidemment sur la ville de Montréal. Donc, voilà. Des exemples d'inégalités d'exposition. Donc, en fait, dans le rapport qu'on a publié à la Fondation de Suzuki, je vais en parler un peu après. J'ai fait comme une revue de littérature un peu des études qui existaient déjà d'un point de vue de justice climatique ou environnementale. À Montréal, la population à faible revenu, dans une moindre mesure, les personnes racisées vivent plus fréquemment à proximité des grands axes routiers dans les secteurs à plus forte concentration de polluants. Également, on trouve des îlots de chaleur dans 73% des quartiers avec le plus faible, il manque un S, mais c'est statut socio-économique, comparativement à seulement 20% dans les quartiers avec le statut socio-économique plus élevé. Et donc là, on remarque toutes les injustices aussi d'un point de vue de la santé. La majorité des Montréalaises décédées à cause des conséquences de la chaleur accablante de la canicule 2018 habitaient dans un îlot de chaleur. Et donc, pour définir un peu ce terme-là, c'est en fait un îlot de chaleur, ce qui est un milieu asphalté, donc un stationnement versus un îlot de fraîcheur qui peut être un parc ou juste une canopée, c'est ça, d'arbres. On peut avoir une différence de température de 12 degrés, donc ce qui est vraiment énorme. Autre exemple, pour montrer que toutes ces injustices-là, elles ne sont pas seulement en ville, mais en ville, ouais, c'est ça, en milieu très urbanisé, où en fait, à l'échelle des régions, on en remarque aussi. On en parle beaucoup ces temps-ci, mais tout ce qui touche à la fonderie Horn, à Rouyn-Noranda, ça, c'est plus d'un point de vue environnemental pur que climatique en soi. Mais je trouvais cet exemple quand même très intéressant. La population du quartier qui est collée à la fonderie Horn, elle est surexposée à de nombreux polluants atmosphériques en quantité qui dépasse largement donc, les normes établies par le ministère de l'Environnement, et c'est également le quartier qui est le plus défavorisé de la ville. Ces exemples-là, là j'ai noté quelques inégalités d'exposition, mais si on revient à la définition, des inégalités au niveau de la sensibilité, elles sont également présentes parce que les personnes à plus faible revenu ont également des problèmes de santé
qui prédisposent, en fait, sont plus à même de vivre en moins bonne santé. Au Québec, plus on a un revenu faible, plus on a une espérance de vie qui est faible. Donc, au niveau de la sensibilité, ces injustices sont aussi là. Et évidemment, au niveau de notre capacité d'y réagir ou d'y faire face, bah là, c'est exactement aussi ce qu'a dit Virginie tout à l'heure, ou même M. Valois, notre revenu va énormément définir est-ce qu'on va être capable de s'adapter ou non. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et donc, au final, pour déterminer mais qui sont ces personnes-là vulnérables qui sont un peu à l'entrecroisement de toutes ces injustices, ben, en milieu urbain, évidemment, les personnes à faible revenu, les recherches montrent aussi les personnes racisées, autochtones. Et effectivement, il y a plus de recherches qui doivent être menées d'un point de vue du genre strictement. Il y a le Conseil des Montréalaises là, qui a sorti la semaine dernière un rapport super intéressant sur la lutte au changement climatique d'un point de vue féministe. Donc sur l'île de Montréal, je vous conseille la lecture. Donc voilà, on arrive un peu à déterminer qui sont ces laissés pour compte là d'un point de vue québécois. Donc voilà. Et tout ça nous mène à cette question de justice climatique ou environnementale qui est définie généralement dans la littérature comme le traitement équitable et la participation significative de toutes les personnes concernées sans distinction de race, de genre, de nationalité, de revenus, en ce qui a trait à l'élaboration, la mise en œuvre et l'application de lois, règlements et politiques environnementales. Et donc, c'est intéressant de voir ces deux éléments en fait, de justice. Donc, le traitement équitable, ça va être la justice en termes de distribution des impacts. Donc là, on remarque que tout le monde n'est pas touché de la même façon. Et la participation significative, j'en parlerai un peu moins, mais c'est tout ce qui touche aussi à la participation des gens. Quand on regarde qui participe, par exemple, quand il y a des consultations publiques, etc., ça va beaucoup déterminer finalement quel point de vue on adopte, pour qui on va mettre en place ces mesures-là. Toutes les personnes que j'ai citées auparavant, ce sont des personnes qui ont beaucoup de barrières à participer à ce genre à la politique en général. Donc ça, j'en parlerai un peu moins. Mais donc plusieurs types d'injustices climatiques, ça Virginie en a très bien parlé aussi, ça s'applique à toutes les échelles. Les communautés plus pauvres et racisées sont les moins responsables des changements climatiques. Et pourtant, elles sont les plus affectées. Et donc, mon deuxième point, elles sont disproportionnellement affectées par ces impacts-là d'un point de vue de leur santé. Et les mesures de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi les mesures d'adaptation pourraient soit générer d'importants bénéfices pour la santé et même économiques, soit entraîner des coûts très inégaux pour les communautés racisées ou à plus faible revenu selon la manière dont elles sont structurées. Et ça m'amène à quelque chose de très, très important qui est donc la maladaptation. On a parlé d'adaptation. Mais aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. En fait, le GIEC en a parlé dans ça a été l'élément principal de son rapport de 2022 sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. On parlait, le GIEC a carrément défini la notion effectivement de justice climatique, etc., et donc de maladaptation. La maladaptation est définie comme des mesures d'adaptation inadéquates pouvant conduire à une augmentation du risque de conséquences néfastes associées au climat, à une augmentation ou un déplacement de la vulnérabilité au changement climatique ou à une dégradation même des conditions de vie à présent ou dans le futur. J'essaie de me dépêcher parce que je vois le temps qui file, mais donc en fait, quand on met en place des mesures d'adaptation, c'est pour générer des bénéfices pour la population. Finalement, les mesures de maladaptation, ce sont celles qui, au contraire, vont exacerber en fait les vulnérabilités déjà présentes. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui de considérer toutes ces injustices-là dans nos mesures d'adaptation, parce qu'au contraire, on risque de les exacerber autrement. Et donc, même, c'est ça, le GIEC nous dit que il nous a mis en évidence dans son dernier rapport que les solutions d'adaptation au changement climatique qui sont efficaces, réalisables et conformes aux principes de justice. Et oui, donc c'est ça, il en a donné des exemples, et donc on parle même, c'est pas seulement une question de bonté ou d'éthique, mais c'est que même des solutions d'adaptation qui vont être justes
vont carrément être efficaces et c'est ça qui vont déterminer leur efficacité. Et donc, le GIEC a souligné qu'une gouvernance inclusive qui donne la priorité à l'équité et à la justice dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation, elle permet d'obtenir des résultats plus efficaces, comme je le disais, et durables en matière d'adaptation. C'est pour ça qu'il est très important d'en parler maintenant. Sinon, effectivement, c'est en fait le risque de mettre en place des politiques qui simplement ne servent à rien. Et donc, j'ai plusieurs exemples là rapidement. On parle beaucoup d'embourgeoisement vert, donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui de verdir des quartiers qui ne l'étaient pas, mais effectivement, on a un effet boule de neige qui fait que les loyers augmentent et que les populations qui vivaient là auparavant sont chassées. Donc, il y a vraiment des mécanismes importants de devoir contrôler les loyers qui doivent être mis en place. Également, des études qui ont été faites sur Montréal. On a de plus en plus envie de chasser les voitures des centres-villes et c'est une bonne chose. Cependant, on va mettre en place parfois des détours du trafic urbain qui fait qu'on va détourner le trafic sur des artères souvent plus proches des autoroutes, là où vivent les populations qui sont déjà, comme je l'avais montré, plus propices à déjà être proches de polluants atmosphériques, etc. Donc, on a plein de belles initiatives en ce moment d'avoir des quartiers sans voiture, etc. Mais finalement, où sont déplacées ces voitures-là? Est-ce qu'elles sont déplacées proches de lieux où vivent des populations qui sont déjà très vulnérables? Donc, voilà quelques exemples. Et puis, je vais aller vite pour le reste. L'importance, effectivement, de l'adaptation. Souvent, on va dire, oui, ça coûte de l'argent, mais là, on remarque que finalement, l'inaction va nous coûter beaucoup plus cher. Ouranos avait réalisé une évaluation des impacts des changements climatiques et de leurs coûts pour le Québec et l'État québécois en 2015. Donc, les coûts sont extrêmement élevés. Aussi, on a un système de santé qui, en ce moment, n'est pas préparé qui n'est pas lui-même très, très adapté et préparé à recevoir beaucoup plus de patients suite à des événements climatiques, etc. Et ces coûts de l'inaction-là, ils sont augmentés pour les personnes en situation de vulnérabilité parce que c'est elles qui vont devoir demander plus au système de santé. Et aussi parce que c'est ça, elles vont plus subir les impacts des changements climatiques. Et donc, pour finir rapidement, qu'est-ce que peut faire la société civile? C'est ce qu'on essaye de faire, informer tout simplement déjà, parce que là, tout ce que je vous ai parlé d'un point de vue individuel, on n'a pas tant d'impact, on n'a pas tant de marge de manœuvre. Donc, en septembre de cette année, on a sorti un rapport sur une justice environnementale québécoise et donc en formulant toute une série de recommandations auprès du gouvernement du Québec. Je vais les mettre là, mais on pourra en parler dans les questions si vous voulez. Je vais juste peut-être mettre l'emphase sur deux. S'outiller pour mieux décrire les situations d'injustice environnementale. Donc, où est-ce qu'en fait sont situées nos populations vulnérables pour avoir des politiques qui soient justes et qui s'adressent à leurs besoins? Il faut pouvoir savoir où elles sont. Donc, ça touche un peu aux recherches que fait Monsieur Pierre Vallon, mais c'est ça, on a beaucoup d'indicateurs d'un point de vue de la santé publique. Il s'agirait en fait de les rassembler. C'est beaucoup ce que de professionnels de santé publique m'ont dit. Ils le savent, mais on devrait pouvoir mieux décrire des situations où en fait est caractérisée la vulnérabilité. Également, assurer l'équité dans nos mesures environnementales, c'est qu'aujourd'hui, on a un plan pour une économie verte qui dure jusqu'en 2030, qui mentionne ces éléments-là, mais en fait, dans les mesures qui sont prises, on ne voit pas ces éléments d'équité. Donc, revoir notre plan avec des lunettes justement d'analyse d'un point de vue de l'équité, ce serait à mon avis indispensable pour que les mesures qu'on va mettre en œuvre soient réellement efficaces et équitables. Donc voilà, je vais finir là-dessus pour qu'on puisse pouvoir interagir un petit peu entre nous. Et puis, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Léa, super intéressant. On va passer maintenant à une période de discussion croisée. Donc, c'est une question qui est donc posée à nos trois participants. Les enjeux de l'adaptation au changement climatique et les pertes et préjudices qui en seront conséquents sont laissés pour compte dans les négociations internationales et dans les politiques domestiques, comme vous l'avez bien expliqué. Et ça a de facto un effet pour soutenir les inégalités à plusieurs niveaux.
Est-ce que vous pouvez nous exposer concrètement comment ces enjeux-là exacerbent et creusent de multiples façons le fossé des inégalités? Vous en avez déjà parlé un petit peu, 1 ou 2 minutes par personne si possible pour qu'on ait le temps d'avoir des questions de la salle après. On peut commencer par Léa, si tu Oui, tu veux. c'est ça, cette question, effectivement, elle résonne beaucoup avec la présentation que j'ai faite juste avant. Euh, euh, effectivement, je relis bien la question pour ne pas me réitérer. On peut prendre d'autres angles d'analyse, effectivement, comme on en avait fait part, la question de l'âge, en fait, de la jeunesse. Effectivement, les jeunes on peut considérer que les jeunes sont laissés pour compte aujourd'hui parce que d'un point de vue d'équité intergénérationnelle, si on n'agit pas dès maintenant, on sait que les gaz à effet de serre restent des centaines d'années dans l'atmosphère. Donc, effectivement, on peut voir d'un point de vue d'équité intergénérationnelle que si on a en fait l'action climatique ambitieuse dès maintenant, elle va clairement déterminer la capacité des prochaines générations à vivre dans un monde viable, tout simplement, et donc assurer leur santé et leur sécurité. Je laisserai Virginie peut-être adresser la question du genre, parce que j'ai aussi effectivement des exemples, puis effectivement de plus en plus de recherches est menée à ce niveau-là. L'exclusion en fait des populations autochtones dans les discussions climatiques et d'adaptation les laisse absolument exclus et maintient un fossé des inégalités majeures parce que ce sont le public un des plus vulnérables en fait aux effets actuels des changements climatiques qui voit déjà en fait les impacts très très concrets. Puis on peut le voir aussi, c'est pas un bloc homogène, là. Il y a des éléments aussi très très majeurs et très urgents d'un point de vue du Nord québécois avec la fonte du pergélisol, etc. Donc c'est pas quelque chose de... On a un peu l'impression tout le temps de dire au Québec, on le sait que ça existe, mais on le voit pas très bien. Ça dépend effectivement qui et où, parce qu'il y a beaucoup de populations qui savent très 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 bien qui ont peut-être pas des mots là pour parler de changement climatique ou d'impact ou d'adaptation ou de vulnérabilité, mais qui savent très bien que des choses changent et que ça a des impacts sur elles. Donc c'est ça. Puis évidemment, j'ai parlé un peu, on a tous et toutes parlé là d'un point de vue du statut socio-économique. Et même du statut d'immigrant, quand je parlais un peu des mesures d'adaptation, c'est même d'accès, en fait, la langue est une barrière énorme. Parfois, quand on dit, quand il y a des annonces de point de vue de la santé publique, abritez-vous, mettez-vous, allez dans des lieux climatisés, etc. En fait, il y a beaucoup de barrières qui fait que des nouveaux arrivants, etc., ou même juste la langue, ça n'est pas adapté pour ces personnes-là. Donc, quand je dis il faut mieux mesurer, c'est qu'il faut aussi, c'est ça, c'est qu'il faut être capable d'aller dans le détail. Et c'est un travail incroyable que fait la santé publique à ce niveau-là, mais qui manque d'outils et de moyens aussi pour pouvoir faire ce travail très, très précis. Donc, je vais m'arrêter là, puis voilà. Merci beaucoup, Léa. Virginie, est-ce que vous voulez continuer? Bien sûr, avec plaisir. En fait, si je peux continuer un peu avec le genre puis donner des exemples un petit peu plus internationaux. Encore une fois, c'est pas tant la crise climatique comme telle, mais c'est vraiment les conséquences. Si on parle de sécheresse, par exemple, puis si on parle de sécheresse, en fait, les femmes sont responsables de l'accès aux ressources. Fait que si le puits s'est asséché, les femmes doivent marcher encore plus d'heures pour aller chercher de l'eau. Si elles passent plus de temps pour aller chercher de l'eau, elles passent moins de temps à travailler, elles passent moins de temps à étudier. On va aussi voir la situation des femmes qui vont demander à leurs jeunes filles d'arrêter les études parce qu'elles ont besoin d'aide. Les femmes sont aussi responsables de toute la nourriture, donc des ressources, justement. Donc, encore une fois, sécheresse, inondation, moins de nourriture, c'est les femmes qui doivent nourrir la famille, donc vers quoi elles se tournent, c'est beaucoup plus difficile, ça met une pression qui est vraiment importante. Encore une fois, catastrophe naturelle, il y a souvent des fermetures d'écoles. Ça va impacter, oui, les jeunes, ça va impacter les jeunes filles aussi, évidemment. Les violences faites aux femmes aussi augmentent énormément en fonction des catastrophes naturelles ou des crises climatiques. Les femmes vont être appelées à être déplacées. Donc, 80 des personnes qui se déplacent sont des femmes ou des enfants. Ça les met à risque de subir de la violence. De marcher plus longtemps pour aller au puits, ça les met à risque de subir de la violence.
Et évidemment, ben, quand, je parlais tout à l'heure de l'exemple des bateaux de pêche ou peu importe, ben, les femmes sont déjà plus pauvres que les hommes. Donc, quand il y a des chocs comme ceux-là, c'est encore plus difficile pour elles de se relever. Puis je dirais que la chose qui est vraiment importante, c'est aussi le fait qu'elles sont exclues de toutes les sphères décisionnelles dans une majorité des pays. Donc, il y a des normes, des barrières sociales, des barrières légales aussi qui font en sorte que leur voix n'est pas entendue. Fait que quand on a des ressources à attribuer à la reconstruction d'une ville, d'un village, ben, les hommes ne vont pas nécessairement penser à reconstruire le puits parce que c'est pas eux autres qui s'occupent d'aller chercher l'eau. Fait qu'eux, ils n'ont pas ça en tête. Fait que le fait que les femmes ne soient pas incluses dans ces décisions-là, c'est vraiment important. Puis, il ne faut jamais aussi négliger le fait que la crise climatique s'ajoute à d'autres crises existantes. Donc, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour tout le monde. On a la COVID qui a eu qui a fait 99 des gens ont perdu des revenus à cause de la COVID dans le monde. Donc, la majorité des gens se sont appauvris à cause de la COVID. On a la crise climatique, on a des conflits. Donc, on a des régions où, par exemple, la situation d'insécurité alimentaire a doublé, comme par exemple en Afrique du Sud, il y a 2 fois plus de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire qu'avant la COVID. Et ça, c'est dû à la COVID, mais aussi à la crise climatique qui cause la sécheresse, qui met une pression. Fait qu'on a cet amalgame-là de causes là, qui s'ajoutent. Fait que je vais m'arrêter là-dessus. Je pourrais continuer à parler longtemps, mais je vais m'arrêter là-dessus. Je vais passer la parole à Pierre. Merci beaucoup, Virginie. Pierre, on vous écoute? Oui, merci Léa et Virginie pour vos exemples. C'est très pertinent, en fait. J'ai pas, nous, de notre part, comme je disais, la seule étude au niveau international qu'on fait en ce moment, ça va être avec la Maroc. C'est pour ça, là, les exemples de genre, c'est bien parce que il y avait justement un collègue marocain qui me disait, ce que tu disais. C'est souvent les femmes qui vont être défavorisées dans de telles situations. Mais donc, en fait, il y a 2 types d'adaptation. Comme je disais, il y a une adaptation individuelle. On demande aux gens de s'adapter, mais à un moment donné, quand il arrive des situations, par exemple, de pénurie d'eau, ben, tu as beau vouloir t'adapter, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que là, il y a une adaptation à se faire pour minimiser cette inégalité entre les genres, par exemple, ou entre les gens qui ont moins d'argent versus ceux qui en ont plus. Ben, il y a une adaptation qui doit être faite au niveau de l'État ou au niveau municipal. Parce que si ça ne se fait pas, ben, il n'y aura pas d'adaptation au niveau individuel parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas t'adapter. C'est impossible. Un exemple aussi de ça, c'est que les îlots de chaleur, je reviens à ça, mais ça, c'est au Québec. Ben, on dit aux gens, il faudrait avoir la clim. Mais oui, mais la clim, c'est pas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de la clim. Ça veut dire que c'est des solutions, c'est bien beau avoir de proposer cette solution-là, mais ce n'est pas nécessairement une bonne solution. Et en plus, là, je fais un petit aparté tantôt. Léa, tu parlais de maladaptation. Même que nous, dans nos études, on s'est aperçu à un moment donné qu'on disait, ben, il faut utiliser la clim. C'est une bonne méthode d'adaptation. On s'est aperçu que ça n'était pas nécessairement une parce que des fois, les gens sont comme en conflit. Ils se disent, oui, mais si j'utilise la clim puis que la clim pollue beaucoup, c'est pas vraiment la bonne chose. Donc, tu vas augmenter la vulnérabilité à long terme de la population, à moins maintenant d'avoir des appareils qui sont moins polluants, mais il faut penser à ces questions-là. Donc, les solutions qu'on va proposer, là, je parle par exemple au Québec, ben, pour s'adapter à la chaleur, ben, peut-être que là, il faut tenir compte aussi des populations qui sont plus vulnérables. Et pour ça, ben, il faut les inclure il faut les questionner, il faut les inclure dans le processus. Pour ne pas avoir un regard externe puis décider pour eux ce serait quoi la meilleure chose. Ben, oui, on peut avoir des experts dans le domaine. Moi, je travaille avec des hydrologues, je travaille avec des allergologues, je travaille avec des vétérinaires pour maladies de Lyme. Oui, il y a une expertise qui est nécessaire pour savoir quand même adopter les bons comportements. Mais il faut aller voir sur le terrain les gens qui sont défavorisés, qui vivent en zone inondable puis qui n'ont pas d'argent, qui sont moins favorisés au niveau du revenu. Ben, il faut aller voir quand on leur propose des solutions, est-ce que pour eux, ça fait sens ou ça ne fait pas sens? S'ils n'en ont pas ben là, ça commence maintenant, les assurances. Hein? Les gens commencent, il y a des compagnies qui commencent à offrir la possibilité de se protéger, mais ce n'est pas encore généralisé. Mais encore là, si les gens qui ont plus d'argent, ben, c'est plus facile pour eux de se protéger puis de reconstruire sa maison. Bref, oui, il y a beaucoup
en fait, il y a une vulnérabilité au niveau de certaines caractéristiques sociales, comme on peut dire au personnel, on disait le genre, les revenus, l'âge. Mais ce que je dis des fois, la vulnérabilité aussi, c'est ce que tu penses. J'ai parlé de croyances tantôt dans mes modèles, si tu n'as pas les croyances qui favorisent le bon comportement, COVID, on en a parlé tantôt, là, ben, il y a des gens qui ont des bons revenus, mais ils n'adoptaient pas les bons comportements aussi pour se protéger de COVID. Donc, ce n'est pas une question d'âge, de genre, ou c'était pas ça. Là c'est une question de croyance. Ben, quelque part, ils sont vulnérables eux autres aussi à la maladie. C'est un autre genre de vulnérabilité aussi auquel il faut penser. Je m'arrête. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on va ouvrir maintenant une période de questions d'environ 10 minutes. Si vous avez des questions, donc vous pouvez soit lever la main, soit les écrire dans le chat. Donc, on peut attendre si quelqu'un a une question. N'hésitez pas. Pour le moment, je n'ai pas eu de questions, mais moi, j'en aurais peut-être une pour vous, si je peux me permettre. Aujourd'hui, c'est la journée solution à la COP. La question des pertes et préjudices est vraiment sur toutes les lèvres cette année. Par exemple, en ce moment, on a un draft du cover decision qui est très, très préliminaire, très brouillon. Donc, je me demandais un peu peut-être votre ressenti, à quoi est-ce que vous attendez comme décision finale? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un mécanisme qui va être mis en place ou vous croyez que ça va être repoussé? On parle de 2024 peut-être pour mettre en place un mécanisme. Donc, je voulais peut-être plus votre opinion sur ce à quoi vous vous attendez pour cette année. Mais je peux peut-être me lancer rapidement. Souvent, moi, je suis peut-être trop... j'ai peut-être trop d'espoir, mais souvent on voit vraiment des choses dans les derniers jours de la COP. Bon, elle est censée terminer demain, mais on a comme entendu dire peut-être ça irait jusqu'à dimanche, un peu comme d'habitude, là, où on n'arrive pas à arriver à un accord trop vite. J'espère en fait qu'on va déjà avoir quelque chose de concret dès cette année parce que c'est tellement la COP qui était évidente pour ça, qui se situe en Afrique, où il y a une pression énorme des pays du Sud pour arriver à quelque chose de concret. Parce qu'en fait, si on se dit qu'on se relance dans un mécanisme de discussion encore, de dialogue ou de mise en... en fait, oui, en ce moment, il n'existe pas vraiment, mais comme il y a déjà eu les dialogues de Santiago, là, il y a quelques années où on a dit, bon, on va en discuter, etc. Fait que j'ai l'impression que cette étape-là, elle est déjà là, mais moi, j'ai encore espoir que d'ici dimanche ou d'ici le texte final, on ait un engagement concret. Il y a, je pense, non, c'est au niveau de l'adaptation, au niveau du fonds de l'adaptation qu'on a eu des engagements de la part du Québec, mais oui, en tout cas, je reste confiante, j'essaye de rester confiante que d'ici dimanche, on ait quelque chose d'assez concret dans le texte final parce qu'effectivement, comme l'a montré Virginie, la chronologie là, depuis tout à l'heure, c'est depuis 2013 qu'on est dans ces discussions-là. Donc, ce serait un peu... Bon, c'est pas une réponse très claire que j'amène, mais bon, j'espère encore que d'ici vraiment le texte final, on puisse arriver à au moins un accord ou même d'intégrer les questions de perte et préjudice dans un fonds déjà existant, etc. Donc, qu'il y ait quelque chose qui arrive pour les pays vulnérables là. Oui, ben, tu sais, juste pour faire je suis quand même d'accord. Il y a des signaux intéressants, il y a des symboles intéressants. La barre est haute, là, ce que les pays du Sud veulent comme mécanisme, c'est c'est quelque chose qui est contraignant. Fait que c'est sûr que je pense pas qu'à la COP, là, on va avoir quelque chose qu'on veut, mais on avance. Tu sais, ça, c'est sûr. Je trouve ça encourageant. Dans la dernière année, il y a eu énormément d'avancement à ce niveau-là. Puis ça, je trouve ça quand même encourageant. Puis je pense que la COP 27 va le montrer, là, qu'on continue d'avancer sur cette question-là. Bon, en fait, c'est une question qui est pas... en fait, c'est difficile. Bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ce que je dirais, je suis un peu... des fois, je suis pessimiste face à ça. Je me dis, il y a beaucoup d'actions. Les gens parlent beaucoup, mais comme je dis toujours, il y a des intentions, mais le passage à l'action, c'est toujours ça qui est difficile. Donc, mais les théories montrent aussi, théories théorie qui montre que c'est un passage nécessaire. C'est-à-dire,
développer, d'avoir l'intention, puis à un moment donné, il y a un pas ou deux en arrière, tu avances, puis tu t'en viens qu'à un moment donné, tu as l'intention de réduire cette discrimination-là entre les pays, par exemple, défavorisés, favorisés. Bon, c'est un processus normal. Ça veut dire que, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va être des éléments concrets? Peut-être, mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'en claquant des doigts, avec un texte, tout va changer. Mais c'est une progression. C'est une progression, puis c'est nécessaire si on veut atteindre le but ultime. C'est une étape nécessaire, je pense. Merci. Puis oui, en effet, déjà qu'on parle énormément de pertes et préjudices cette année, je pense que c'est déjà un gain parce que c'était un élément qui était souvent sous silence. Même, il y avait beaucoup d'incompréhension, je pense, par rapport aux pertes et préjudices et encore aujourd'hui. Donc, c'est déjà un gain à ce niveau-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle chez les spectateurs? Je n'ai pas l'impression. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup encore une fois à tous nos panélistes d'avoir partagé leurs expertises sur ces sujets super importants. Merci également aux organisatrices et aux organismes fondateurs des dialogues pour le climat, notamment l'Université de Sherbrooke et le Climatoscope, pour avoir organisé cette table ronde. Merci évidemment à tous nos participants et participantes d'avoir été avec nous ce matin. Donc, est-ce que le Climatoscope voulait dire un mot de fin ou est-ce qu'on oui, en fait, informellement, je tenais simplement à vous remercier les quatre d'avoir été là ce matin avec nous. Merci d'avoir participé au dialogue. Donc, ça a été vraiment un plaisir de vous entendre. C'est ça, sur une question qui est trop peu abordée. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire de plus en plus de communication sur les questions d'adaptation et de pertes et préjudices parce que les changements climatiques et leurs impacts, c'est maintenant. Donc, il faut en prendre conscience maintenant. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Merci d'avoir été là puis d'avoir partagé. Ça a été vraiment un plaisir.